Bonjour à tous et bienvenue sur Science et Chimie. Flash spécial aujourd'hui sur un homme de 61 ans qui vient du Texas. En effet, cet homme a un problème très particulier. Lorsqu'il passe la porte de l'hôpital, il se plaint de maux de tête et de vertige. Les symptômes d'un homme qui a bu. Mais vous verrez que cet homme n'a aucun problème avec l'alcool. Son problème intrigue tous les médecins et les scientifiques du monde. Cela fait maintenant 1 heure qu'il a passé la porte de l'hôpital. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Lionel Moelven qui est présent donc sur les lieux de l'hôpital. Merci Laure, on est bien devant la clinique du Palais où le patient vient d'arriver il y a 1 heure. Donc on va essayer d'en savoir plus en rentrant dans la clinique. Bonjour monsieur, donc j'ai les résultats de vos analyses. Oui, dites-moi. Vous êtes arrivé donc à l'hôpital avec un mal de tête, mal au ventre. Donc après l'éthyotest, on a préféré vous faire une prise de sang pour être sûr. Donc l'éthyotest était positif. Vous avez 4 grammes par litre d'alcool dans le sang, ce qui est énorme. Donc c'est impensable que vous n'ayez pas bu. Je vous assure que je n'ai pas bu. J'étais avec ma femme hier soir, elle peut vous confirmer que je n'ai pas bu, vous pouvez l'interroger si vous le souhaitez. Bon, on va regarder en quarantaine, Ok, on verra. Ok, merci. Au revoir. Les médecins croyaient davantage à un alcoolisme caché. Pour éviter tout soupçon, ils l'ont placé en quarantaine pendant 24 heures. Des replats riches en glucides lui ont été administrés et sa concentration d'alcool dans le sang a été analysée toutes les 2 heures. Évidemment, il n'avait accès à aucune boisson alcoolisée. Pourtant, quelques heures après le déjeuner, son taux d'alcool dans le sang était de 2 grammes par litre. Nous avons énormément d'informations déjà grâce aux médecins, mais ils ne sont pas assez expérimentés pour nous informer plus. Tout de suite, des images inédites de ces scientifiques. On se base sur les propos de l'individu, si finalement ils étaient justes, s'il n'avait pas bu. On se demande si finalement ce ne serait pas dû à une défaillance de l'éthylotest. Donc d'abord on se demande qu'est-ce que c'est finalement un éthylotest. Donc c'est un appareil servant à mesurer le taux d'alcool dans le sang par le biais de l'air expiré. On va voir donc sa composition chimique et comment marche un éthylotest. Donc il est composé de cristaux jaunes qui sont des bichromates de potassium. Le test est dit fiable et lorsque les bichromates de potassium sont en présence d'éthanol, ils deviennent verts. Donc la réaction chimique, c'est que les ions changent de couleur en présence d'éthanol. Donc la réaction chimique de l'oxydation de l'éthanol et du bichromate de potassium donne de l'acide acétique et la réduction des ions chrome 3 et des ions chrome 6. Acétique. Donc le bichromate de potassium c'est l'oxydant 1. Les oxydants ils captent les électrons et l'éthanol c'est le réducteur 2. Les réducteurs c'est ce qui sème les électrons. Pour résoudre cette équation, on va faire 2 demi-équations. Donc on va procéder par couple. Le premier couple ce sera l'oxydant 1 et le réducteur 1 qui sont CR2 O7 de- et CR3+. Et le deuxième couple sera CH3COOH et CH3CH2OH qui sont l'oxydant 2 et le réducteur 2. Donc on obtient ces 2 équations. On peut voir que dans cette équation il y a 6 électrons et que dans celle-là il y en a 4. Donc c'est pas équilibré, il va falloir les faire disparaître car dans une équation bilan il ne va pas y avoir d'électrons. Donc on cherche le plus petit multiplicateur commun. Donc ici c'est 2 et ici c'est 3. Donc on multiplie toute l'équation par 2 et ici par 3 afin d'avoir 12 électrons ici et 12 électrons ici. Et donc on obtient cette équation bilan qui est le bilan de la réaction. 16H plus C2CR2 au 7 de moins plus 3CH3 CH2OH. Ça donne le produit 4CR3 plus 3CH3 COOH plus 11H2O. La réaction est donc bien équilibrée.
mangent ingurgitent de la levure et du glucose. Donc on va voir, on sait que la levure, c'est une cellule eucaryote, c'est-à-dire qu'elle possède un noyau. Elle peut soit respirer, soit fermenter. Donc, en effet, il y a deux issues possibles. La respiration, quand le milieu où respire la cellule est riche en O2, en oxygène, ou là, elle va fermenter quand son milieu n'est pas rempli d'oxygène. Donc, cette levure va faire une réaction avec le glucose, C6H12O6, contenu aussi dans le milieu, et va pouvoir créer du C2H5OH, qui est de l'éthanol, donc l'alcool que l'on peut observer dans le sang de l'individu, ainsi que du CO2, donc du gaz carbonique, mais aussi de l'énergie qui va être produite grâce à la fermentation. C'est ce procédé est donc la fermentation alcoolique. Grâce à cette découverte, nous avons réalisé des expériences pour prouver nos hypothèses. Ceci est un Erlenmeyer qui contient une solution de levure que l'on a fait buller durant 48 heures. Et donc je vais faire un prélèvement de cette solution de levure et la verser dans un éthylotest pour justement faire le test de l'alcool et savoir si la solution en contient. À présent, on va patienter quelques instants. La solution reste jaune, donc elle ne contient pas d'alcool. Nous disposons ici de 150 ml de solution de levure. Nous allons préparer la solution glucosée, puis nous allons ajouter 1,5 g de glucose que nous allons peser grâce à cette balance. On mélange donc le glucose avec les levures. Donc nous avons notre solution glucosée. On va réaliser un test de glucose de la solution. Donc on va attendre quelques secondes. Donc on a bien remarqué qu'au début, le test était jaune. Il n'y avait pas de glucose donc dans l'air environnant. Le test change de couleur et devient vert. On peut affirmer qu'il y a du glucose dans la solution. Nous avons un bain-marie chauffé à 30 degrés. Nous fermons l'Erlenmeyer avec un bouchon et on le place dans le bain-marie. Pour qu'il reste bien au fond, on place un poids rouge. On met de l'eau de chaud dans un récipient pour pouvoir le prélever. On met quelques millilitres d'eau de chaud dans un tube à essai, 3 ml précisément. On le met sous le tuyau pour voir la diffusion de CO2. Après 20 minutes, on enlève l'Erlenmeyer du bain-marie. On le débouche et on va prélever quelques gouttes pour tester la présence d'éthanol. On met quelques gouttes dans l'éthylotest.
On observe que l'éthylotest devient vert, donc que la levure et le glucose produisent de l'éthanol. On va mesurer le pH du coca. Pour le connaître, on trempe le papier pH dans la canette. On voit sur le rouleau de papier pH que le pH du coca est de 3, donc il est acide. Cela représente les conditions de l'estomac. Je prends la pipette jaugée. Je prélève la solution de levure glucosée pour l'introduire dans l'Erlenmeyer. Je prélève un échantillon de la solution afin de réaliser un alcotest. L'éthylotest reste jaune, donc il n'y a pas d'alcool. Je prélève 1,5 g de glucose grâce à une balance. Je verse le glucose dans la solution. Je mélange. On réalise le test du glucose. Donc à présent, je trempe le test dans la solution de levure glucosée. On agite. On observe que le test nous montre que la solution contient du sucre. On bouche l'Erlenmeyer et on le met dans le bain-marie chauffé à 30 degrés. On prélève à nouveau dans la solution de levure glucosée qui a chauffé dans le bain-marie, afin de réaliser à nouveau un éthylotest. Pain forever missing from when I wake throughout the day, a lasting smile upon my face. La fermentation alcoolique est un processus biochimique par lequel le glucose est décomposé en milieu anoxique, en éthanol et en dioxyde de carbone, avec libération d'énergie. La plupart des micro-organismes, microbes, qui ont la capacité de fermentation alcoolique, utilisent cette réaction provisoirement pour gagner de l'énergie quand l'oxygène nécessaire à la respiration cellulaire manque. Pour nous éclairer, nous recevons un invité spécial, le docteur Nemoy, un gastro-entérologue reconnu exerçant sur la Côte d'Azur. Donc bonjour docteur, nous avons quelques questions à vous poser concernant le patient qui apparemment aurait un problème intestinal qui générait une production d'éthanol sans avoir consommé d'alcool. Il produirait de l'alcool à partir de la mise en commun des levures et du glucose. On se demande donc si l'intestin produirait naturellement ces levures. Bonjour, lorsque j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis beaucoup intéressé sur le sujet et j'ai fait quelques recherches. Et donc je peux vous assurer que l'intestin ne produit pas des levures naturellement et n'en a pas à l'origine. Mais si l'intestin ne produit pas naturellement des levures, d'où proviennent-elles? Elles proviennent des aliments ingurgités, comme la levure de boulanger par exemple qui se trouve dans le pain. Et son terme scientifique est Saccharomyces cerevisiae. Donc, quel est le problème qui va changer le bon fonctionnement de l'intestin finalement? Lorsque le métabolisme de l'intestin fonctionne normalement, les levures ingurgitées y passent seulement. Mais là, il s'agit d'une infection. Plus précisément, l'envahissement puis la multiplication de micro-organismes au sein de l'intestin, de la paroi de l'intestin. D'accord.
Donc quel changement va être adopté par l'intestin dans le cas de cette infection? Lorsqu'il y a une infection, les levures ne sont pas évacuées. Elles s'installent dans la paroi de l'intestin et fermentent avec des aliments glucosés comme le pain, le soda ou les pâtes. Normalement, l'intestin détruit ces levures grâce à des bonnes bactéries, les probiotiques présents dans la flore intestinale. Merci beaucoup pour vos réponses essentielles à l'évolution de nos recherches. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Vous êtes un professionnel dans le domaine de la médecine et vous êtes particulièrement interrogé sur notre individu. Que pouvez-vous nous dire de plus que le gastro-entérologue? Alors je sais que pour les personnes extérieures et qui ne connaissent pas vraiment la médecine, le terme de bactérie est un terme péjoratif ou synonyme de maladie. Mais finalement, ces bactéries peuvent nous aider. En fait, elles se logent sur la paroi de l'intestin et est appelée flore intestinale. Mais finalement, quel est le rôle de la flore intestinale? Alors, d'abord, on sait que la flore intestinale est composée de milliers de milliards de bactéries. Donc, cette flore, elle a pour but de digérer les éléments de nos aliments. Donc, elle a un rôle digestif. Elle a beaucoup d'autres rôles. Et ces bactéries, donc les bactéries qui la composent, vont consommer et digérer les aliments, produisant au passage des nutriments qui vont servir à notre métabolisme, comme par exemple les vitamines. Ces bactéries ont aussi un rôle immunitaire, donc c'est-à-dire de nous protéger de certaines autres bactéries qui pourraient nous rendre malades. Ces constatations peuvent nous laisser penser que l'intestin est un organe très important pour notre santé. Effectivement, une simple défaillance de l'intestin peut avoir des circonstances catastrophiques sur notre organisme. Il sert de barrière immunitaire contre de nombreuses maladies. En effet, notre individu en est la preuve. Une infection de cette paroi a déclenché un taux d'alcoolémie très élevé sans qu'il n'ait bu une goutte d'alcool. Même si ce cas est très rare, la flore intestinale doit être préservée. Ce flash spécial a été très enrichissant et très intéressant pour nous. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle enquête.